Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Lorsque l'on devient parent, il est certain que tout change. L'arrivée d'un enfant bouscule notre vie, notre regard au monde, nos priorités et souvent même nos relations aux autres. Et justement, le couple n'y échappe pas. Quoi de plus grand, de plus bouleversant dans la vie d'un couple que l'arrivée d'un tout petit être ? Même si la joie est très souvent au rendez-vous, c'est une toute nouvelle organisation qu'il faut penser, de nouvelles responsabilités qu'il faut assumer, un nouveau rythme qu'il faut trouver, des peurs et des angoisses qu'il faut balayer, écarter et la fatigue et la charge mentale qu'il faut gérer pour pouvoir accueillir joie et bonheur au quotidien. Et quand on est deux, chacun le vit à sa manière et à son rythme. Et c'est précisément là que les difficultés peuvent apparaître. Le couple d'amis, d'amants devient alors un couple parental avec ce que cela comporte de joie et de stress. Dans cet épisode, Gloriana nous raconte avec authenticité comment son mari et elle ont vécu cette transformation. Et au-delà de ce changement, comment une même situation peut être vécue si différemment selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre. Grâce à son témoignage, vous verrez comment deux personnes si proches peuvent finalement s'éloigner ou au contraire retrouver une certaine complicité, une certaine flamme et se rapprocher pour continuer à avancer ensemble. C'est sa propre histoire qui a poussé Gloriana à fonder #Vie de parents avec sa sœur et une amie, précisément pour accompagner les mamans mais aussi les papas. Car elle a réalisé combien les papas avaient tout autant besoin de raconter leur vécu tant pour la grossesse ou l'accouchement qui peut être extrêmement traumatisant pour eux que pour l'aventure de la parentalité qui suit. Merci Gloriana et longue vie à #Vie de parents. Bonjour Gloriana. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci pour cette rencontre. Est-ce que tu pourrais me dire qui tu es, me présenter ton environnement familial et ce que tu fais ? Alors je m'appelle Gloriana, j'ai 32 ans et puis je suis maman de 2 petits garçons. Un qui va faire bientôt ses 3 ans, qui s'appelle Lionel, et le deuxième, Mathéo, qui vient de fêter une année au mois de décembre. Oh. Et puis je travaille plus, j'ai décidé d'arrêter de travailler à l'arrivée du deuxième enfant pour être 100% avec eux. Et puis on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un choix que j'ai fait. Mais entre-temps quand même, j'ai fondé la plateforme dédiée à la parentalité, #Vie de parents, la parentalité sans tabou. Donc voilà, ça occupe un petit peu mes soirées et week-ends. Voilà. J'imagine. T'es très, très modeste quand tu dis un petit peu. Moi, je ne suis pas seule. 2 collègues qui sont seuls, voilà, on n'arriverait pas à faire le tour. Voilà. Ouais. Et du coup, quand tu parles de tes 2 garçons qui ont 3 ans et 1 an, c'est assez rapproché. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais depuis très jeune, avoir des enfants et puis de les avoir assez rapprochés ? Parce que je crois que tu as 2 sœurs aussi, c'est ça ? C'est ça. Alors, on est 3 filles. Chacune, on a une différence de 2 ans. Okay. Je suis l'aînée de cette fratrie-là. Et donc, on a évolué. Tu vois, ma maman, elle est italienne et mon papa est espagnol. Alors, je te laisse un peu imaginer l'ambiance à la maison. Donc... tu vois, c'est 3 enfants, c'est parce qu'on dit famille nombreuse en Suisse, c'est pas vraiment famille nombreuse, mais quand même, il y a tout le temps beaucoup d'enfants à la maison, cousins, cousines, les Noëls, c'était à plus de 20 personnes, tu vois, donc c'était très animé. Donc je pense que quand même, j'ai été imprégnée de ce modèle-là. Après, je pense que j'ai aussi loin que je puisse me rappeler, j'étais toujours un peu fascinée, tu vois, par la maternité, la grossesse, l'allaitement. Je me rappelais quand mes tantes venaient avec un gros ventre rond, tu vois, pour moi c'était genre magique presque. Ouais. Donc j'ai toujours été fascinée. Avec le temps, cette fascination est un peu partie, mais je dois dire que je pense que j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Combien, je sais pas. Un, c'était exclu, donc j'aurais préféré peut-être pas en faire que d'en avoir que un. Et après, je me suis pas vraiment posé de questions sur l'âge, enfin la différence, tu vois, entre le premier et le deuxième. Je me suis, du moment où je suis devenue la première fois maman, je me suis dit oui, un deuxième ça viendra, mais on verra quand, si tu veux. Oui. Et Mathéo, c'était pas du tout un bébé surprise, au contraire, il était voulu. Je pense que c'est plutôt moi qui ai ressenti à l'année de Lionel l'envie, tu sais, gentiment dans le corps, tu sens que t'as l'envie de repouponner, t'as envie de re-être enceinte.
Chez mon mari, c'était pas du tout le cas. Mon mari, c'était plutôt l'aspect pragmatique. Il sentait qu'on rentrait dans une phase de confort avec Lionel. Tu vois, quand gentiment le bébé il fait ses nuits, t'allaites plus, il mange, il commence à, tu vois, il était très vite propre aussi, donc il commençait à dire quand il va aux toilettes, il mangeait seul. Donc là, tu retrouves un peu cet équilibre de couple, au-delà de la vie de famille. Et donc, mon mari, Adrien, m'a dit, en fait, on rentre dans une vie un peu trop pépère, c'est le moment de... Et que ce sera maintenant, ou alors on va plus le faire, je le sais. Ouais. Et c'est vrai, hein, il avait totalement raison. Et étant donné que moi je commençais à avoir cette envie un peu naturelle, tu vois, je me suis dit, bon, j'ai saisi la balle au vol. Et tout comme le premier, ça allait très vite, tu vois, pour le deuxième. Donc du coup, Mathéo est arrivé, je crois qu'ils ont, si j'ai bien calculé, 20 mois de différence, c'est assez proche. Mais je crois, en fait, j'ai très bien vécu, grâce au fait aussi que j'ai pu me dédier à eux à 100% et qu'Adrien est très très présent, tu vois, comme papa, et qu'on a été très entourés aussi par nos familles. Après, j'ai quand même eu, je me rappelle d'en avoir parlé, je crois, notamment avec ma sœur en pleurs, je tiens à le préciser, parce que tout d'un coup, je pense vers 3 mois, et tu te dis 3 mois, c'est très tôt dans une grossesse, mais pour moi, genre, j'étais enceinte, donc le bébé allait être là, tu vois, très vite. Et donc, tout d'un coup, j'ai été prise par une panique en me disant, mais comment je vais faire? Lionel n'arrive pas à marcher plus de 10 minutes. Donc je vais devoir tout d'un coup avoir une poussette à 2. C'était exclu pour moi d'avoir une double poussette. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, mais tu te mets un peu des... c'était exclu de devoir, tu vois, changer les pampers aux 2. Enfin, tu vois, tout d'un coup, j'ai été un peu... tu l'envisageais pas comme un grand bébé et un deuxième bébé. Oui, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, c'est trop tôt, tu vois, je vais pas y arriver. J'avais peur, tu vois, aussi du jugement que les gens disent, ouais, mais tu vois, elle s'est embarquée dans quelque chose qu'elle n'arrivera pas à gérer. Enfin, tout d'un coup, mais c'est très vite passé. En fait, elle m'a beaucoup rassurée. Et le fait tout d'un coup d'avoir parlé, tu vois, d'avoir verbalisé ça et de me dire, en fait, pour l'avoir déjà vécu 6 mois dans la vie d'un enfant, et enfin 6 mois, c'est énorme, tu vois, un enfant fait énormément de progrès en 6 mois. Et Lionel, je pense aussi parce que, tu vois, du coup, je l'ai bien entraîné ou quoi, mais est devenu un grand bébé, tu vois, à l'arrivée de Mathéo. Et tous les progrès qu'il avait fait et tout, du coup, j'ai pu m'en sortir qu'avec une poussette. Ça, c'était incroyable. Une fierté, un très grand soulagement. Ouais. Et non, pour finir, ça s'est très bien passé. J'avais pas l'impression d'avoir 2 bébés à la maison, au contraire. Et je pense qu'en fait... maintenant, je peux le dire, c'est qu'un avantage de les avoir fait comme ça, rapprochés. Et très vite, en fait, le nouveau-né sort de cet âge nouveau-né, poussé par l'envie de faire comme le premier. Et là, maintenant, ils s'occupent déjà seuls, les deux, ils jouent seuls, chose qui n'était jamais arrivée avec Lionel comme ça, tôt, tu vois. Oui, c'est clair. Donc, du coup, non, c'est vraiment super. Et en fait... Lionel ne s'imagine pas sans son frère. Dès qu'ils sont séparés, il dit mais en fait il est où Mathéo? Et donc du coup, voilà, on est un peu un trio à 3, tu vois. Un trio toujours habitué à être ensemble et ça se passe très bien, je dois dire. Ouais, c'est ça que je voulais te demander, la relation qu'ils avaient déjà entre frères à cet âge-là. Écoute, j'ai pas de point de comparaison, si ce n'est mes souvenirs, parce que pour finir, c'est que des souvenirs, tu vois, de ma fratrie. J'avais l'impression que ça se passait très bien, mais après aussi avec l'adolescence, tu as en plus 3 filles, tu vois, je me rappelle aussi quand même de c'est un peu ces crises, tu vois, ou je sais pas, concurrence, je sais pas, je me rappelle, c'est assez drôle maintenant quand j'y repense. Mais il faut dire, maintenant, de ce que j'observe des deux, ils sont comme chien et chat, tu vois, ils sont hyper choux, ils jouent ensemble, Lionel a toujours été très doux. Je peux pas dire que j'ai dû me soucier, tu vois, d'un moment... que je laissais Mathéo sur le sofa, tu vois, le temps de je sais pas me baisser pour prendre quelque chose parce qu'il allait lui faire mal ou quoi. Non, c'était très agréable et ça continue de l'être. Et mais ça, c'est un plaisir, tu vois. C'est chouette. Ouais. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de ton mari, Adrienne. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés au gymnase. On avait, je pense, un petit peu moins de 20 ans, c'était avant de rentrer à l'université. On était dans des gymnases différents, mais on avait des copains en commun. Okay. Et après les deux, on a commencé à travailler, tu sais, comme job d'étudiant dans une boîte de nuit. Okay. Et du coup, on servait des verres dans une boîte de nuit ensemble. On a commencé un peu à fréquenter les mêmes personnes. Et pour finir, on avait un groupe, tu vois, d'amis justement liés à cette boîte de nuit. On sortait ensemble, etc. Mais on en rigole encore maintenant. Mais en fait, quand je l'ai vu la première fois, je l'ai trouvé insupportable. Je me suis dit, mais c'est qui cette personne-là qui parle tellement fort et qui fait du show H24? Lui, il s'est dit la même chose de moi. Tu vois, mais c'est qui cette fille-là, tellement je sais pas comment il me décrivait, mais il me disait que
j'étais insupportable en fait, tu vois. Il dit que c'est un peu la première de classe comme ça, la fille qui supporte pas. Bon. Comme quoi, on dirait un film en fait. Oui, exactement. Et puis après, à l'université, je suis partie une année aux États-Unis. Puis là, on a continué un petit peu de s'écrire, mais tu vois, il n'y avait pas d'ambiguïté. Bon, moi, je l'ai toujours trouvé assez sexy, tu vois. Il rentrait bien dans mes standards, mais voilà, c'était rien. Enfin voilà, je suis partie aux États-Unis, mais on continue de s'écrire, mais plus en mode pote, tu vois, genre quand tu reviens, on fait la fête, etc. Pour continuer un peu dans le cliché du film, quand je suis revenue, il était venu à l'aéroport avec d'autres potes. Donc c'était toujours un peu cette bande de potes, m'accueillir à l'aéroport après cette année. Ouais, c'est hyper chou. Ouais. Après cette année d'études aux États-Unis, et puis il m'avait organisé, il au pluriel, donc m'avait organisé une fête. Et puis, j'avais trouvé hyper sympa, j'étais hyper touchée par ça. Et puis, il était quand même assez présent, tu vois, quand même un peu plus que les autres garçons. Bon, entre une fête et l'autre, pour finir, on s'est mis en couple, tu vois, mais sans vraiment se le dire, tu vois. Mais tu penses que lui, il le savait à ce moment-là, qu'il est venu te chercher à l'aéroport? Non, on est revenu sur ça, il ne savait pas du tout, et surtout, il pensait que ça allait être, tu vois, genre... tu vois, un flirt, quoi. Ouais, ok. Et si tu veux, le flirt, et moi aussi, j'aurais pas forcément misé sur nous, et le flirt, en fait, a duré et s'est transformé. C'est pour ça que je dis, on s'est mis en couple sans vraiment le savoir, parce que le flirt a duré et ça va faire plus de 10 ans qu'on est ensemble, tu vois. Comme quoi. Comme quoi, si on voit quelqu'un qu'on trouve insupportable. Oui, faire attention. Non, mais en fait, si tu veux, pour revenir à ça, en fait, je pense qu'on est assez complémentaires, mais à l'opposé, en fait. Lui aussi, il vient d'une famille nombreuse dans le sens où il a 2 frères. Il est originaire du Costa Rica, il est arrivé quand il avait 3 ans ici, donc tu vois, aussi avec cette ambiance de famille très présente, un des piliers, tu vois, de la vie, etc. Mais donc on s'est très bien entendu, on a des valeurs en commun qui sont encore présentes à l'heure d'aujourd'hui, mais on a quand même des personnalités différentes qui se complètent, et puis cette complémentarité-là se reflète dans notre éducation, tu vois. Et puis je pense qu'on est un peu des fois yin et yang, tu vois, aussi d'une certaine façon. C'est chou comme histoire. Et c'est chouette en fait que le fait d'avoir eu vos 2 enfants, ça n'a pas touché, ça n'a pas bouleversé vos valeurs. Ça vous a fait sûrement évoluer, mais vous avez quand même gardé ce pilier de valeurs en commun et de points communs en fait. Oui, je pense que comme tu dis, ça a évolué. Si tu veux, il y a des valeurs de base immuables qu'on essaiera aussi de transmettre à nos enfants. Après, il y a je pense que notre force, en tout cas, c'est qu'on était copains avant de devenir amants, tu vois, et après, on était couple avant de devenir parents. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a aussi volontairement toujours mis en avant. Donc, dès le début, et Dieu sait, c'était pas facile... peut-être même plus facile pour moi que pour lui, hein, parce que c'est un peu le papa poule de la famille, mais c'était pas facile de laisser, tu vois, les enfants, tant en termes d'organisation, tu vois, j'allaitais encore, de laisser un souper, 2 heures, c'est énorme, tu vois, au début, mais on a toujours mis un point d'honneur à s'organiser des soupers, à faire des tête-à-tête, des petits voyages. On a repris un peu les voyages, on a fait un premier tête-à-tête voyage, petit week-end à Paris, quand Lionel n'avait pas encore une année, donc le premier, c'était une surprise qu'il a organisée pour mon anniversaire. Tu vois, il faut faire l'effort. C'est pas facile. Et donc, ça dépend d'une volonté vraiment commune. Et je pense que ça nous a permis de toujours rester proche. Parce qu'en fait, tu peux très vite t'éloigner. Et puis, ta vie de couple peut très vite tourner autour de la famille et des enfants. Et c'est ce qu'on a essayé. Voilà, on n'y arrive pas toujours. Tu vois, notre sujet de conversation... un sujet de conversation sur 3, c'est quand même les enfants. Tu vois. Oui. Mais ça fait partie de la vie de parents. Et enfin, voilà. C'est ce qu'on essaye au quotidien. Et du coup, si on revient un petit peu sur votre histoire au début, après, comment vous en êtes arrivé au mariage? C'était assez évident pour vous, le mariage, les enfants Je pense que les enfants, c'était même plus évident que le mariage. Je savais qu'on allait vouloir avoir des enfants une fois. Je pense, jamais vraiment... on n'a jamais dit quand. Le mariage, il m'a toujours fait croire qu'il ne voulait pas se marier. Mais en fait, c'était une stratégie qu'il avait mis en place depuis bien des années pour que la demande en mariage soit une vraie surprise. Parce qu'il disait toujours affreux quand... C'est un travail de plusieurs années, en fait. C'est même pas de quelques semaines ou de quelques mois, c'est d'années. De plusieurs années, au point où j'avais mis... Parce que moi, je tenais quand même au mariage. Mais en fait, j'étais encore plus aux enfants. Donc, je me suis dit, bon, en fait, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Mariage ou pas mariage, pour finir, on vit comme un couple, tu vois. On a vraiment... En fait, on a tout, tu vois. On avait tout ensemble. On avait déjà on avait changé d'appartement 5 fois ensemble, etc. Bon, ma foi, prochaine étape, tu vois, en plus on a approché la trentaine, next, les enfants. Et en fait, je te dis plusieurs années parce que ma sœur, justement, l'année où il avait prévu de me faire sa demande en mariage, ma sœur s'est mariée. Ok. Parce que du coup, il voulait pas qu'il y ait 2 mariages dans la famille en même temps, tu vois, il s'est dit, en plus c'était un mariage à destination, donc il a dit non, on va laisser, tu vois, l'année de mariage à Carmen, ma sœur.
Et du coup, il m'a emmené en mariage l'année d'après. Okay. Donc c'était une vraie surprise, ouais. Vraiment. J'imagine. Au point, en fait, j'ai presque pas eu de réaction parce que j'étais choquée en fait. Ouais. Tu vois, je m'attendais vraiment pas à ça. Et quand je te dis que c'était un projet, il a dessiné la bague de fiançailles, donc il s'est totalement investi dans la chose et tout. Hyper investi aussi dans la fête de mariage, tu vois, dans l'organisation. C'était vraiment super. C'était vraiment pour finir de profession, j'organise des événements, tu vois. Et donc du coup, c'était un événement mais que j'organisais avec lui. Et donc je découvrais un peu aussi ses talents, tu vois, d'organisation, à quel point il était investi dans le projet et tout. C'était hyper agréable à vivre ensemble. Et les enfants, on savait qu'on voulait en avoir. Et c'est venu assez naturellement, tu vois. On s'est dit, ça viendra quand ça viendra. C'est venu pour le coup un peu plus tôt. On s'est dit après le mariage. J'étais enceinte de 3 mois quand je me suis mariée. Mais ça allait très bien comme ça. Et puis le deuxième, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'était pour des raisons un peu pragmatiques de son côté et un peu naturelles du mien. Voilà. Mais là aussi, on sait que c'est fini. Dans le sens où on s'est dit 2, c'est le bon équilibre. Aussi pour des raisons pragmatiques, tu vois. Mais on n'aimerait pas passer le cap. Après, ça demande aussi des adaptations, tu vois. On a aussi envie de garder un certain niveau de vie, une certaine vie de couple aussi. Et donc, on n'a pas envie d'aller au-delà de ça. Et on a trouvé un très bel équilibre. Là, on a l'impression d'être une belle petite famille, tu vois. Donc, on a envie de garder ça à nous 4. Ouais. C'est cool d'avoir réussi à l'identifier, de le savoir. Et puis là, maintenant, voilà, c'est fait. Et quand tu as découvert que tu étais enceinte, du coup, tu le disais tout à l'heure. Et puis, si je ne me trompe pas, il y avait cette histoire de pilule aussi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté ça. Et je me dis, c'est cette croyance qu'on a aussi de la pilule. Alors moi, c'est ce que j'avais toujours lu. Il faut savoir que c'était il y a 3 ou 4 ans. Et comme on disait tout à l'heure, il y a 3 ou 4 ans, on ne parlait pas autant, tu vois, de la grossesse. C'était pas autant vulgarisé. Et donc, du coup, je lisais ça. Ça prend du temps, surtout si tu avais depuis 10 ans de plus... un moyen de contraception. À l'époque, j'avais pas la pilule, mais Nuvaring, tu vois, l'anneau vaginal. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais purifier mon corps, tu vois, j'aimerais ressentir, tu vois, l'effet des hormones sur moi, etc. Et ben, du coup, ça s'est pas fait attendre, tu vois. Donc, c'était une magnifique surprise, mais comme ça peut prendre du temps, ça peut tout d'un coup être très rapide aussi. Ouais. Et donc, du coup, c'était super. Enfin, on s'attendait pas. Et t'as beau voir en fait le test de grossesse, t'y crois pas, tu vois, t'y crois pas. Et lui, il était vraiment... J'ai une photo où tu vois, il tient le test de grossesse et il a les yeux mais écarquillés. Et je sais pas, le moment est beau, le fait de le découvrir à 2. Et au-delà de ça, après tout ce que tu projettes, tu vois. Pas tout d'un coup, t'as une vie qui s'ouvre à toi, tu vois, un pan. Et le fait d'être devenu parent, je trouve que, et alors qu'on se connaissait depuis tellement longtemps, je trouve que ça t'amène une autre dimension. Tu apprends à découvrir ton partenaire dans avec des autres facettes, des autres capacités, dans des autres moments de vie. Et ça contribue à cette connaissance de l'autre. Je trouve que c'est vraiment, en tout cas dans notre cas, c'est une expérience qui s'est approfondie, tu vois, vraiment. Ouais. Et pendant la grossesse, ça s'est bien passé? Enfin, tu t'es sentie comment pendant la grossesse? Je me suis sentie, pour la première grossesse, très bien, dans le sens où je savais que c'était une expérience que je voulais vivre. J'ai toujours voulu être maman, vivre l'expérience de la grossesse. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir la vivre à une et après une deuxième fois. Et donc, je le vivais un peu comme tu peux voir, je sais pas, une série sur Netflix, tu vois. Chaque mois, ces petits mots et ces nouvelles expériences et ces nouvelles découvertes, tu vois. Alors, j'étais vraiment... Donc je prenais tout comme ça venait, tant la fatigue, les maux du premier trimestre, après le fait de voir ton ventre grandir. Et j'avais l'impression que mon partenaire vivait ça, au même titre que mon point, il s'était acheté ce livre, c'est quoi, les 365 jours de ma grossesse. Et donc chaque page est dédiée à voilà, l'avancement de la grossesse et tout. Et lui, chaque soir, il rentrait et il lisait, tu vois, la page. Ça montre aussi à quel point, tu vois, il a été investi dans cette grossesse et aussi inquiet. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il a vécu tant l'accouchement que la grossesse, que les premiers instants de vie de Lionel de manière beaucoup plus intense que moi. Et bon, ça a amené son lot de complications aussi. Je reviendrai en détail là-dessus tout à l'heure. Mais c'était vraiment... il l'a vécu avec une intensité. Et moi aussi. Mais moi, c'était comme, tu vois, je le sentais, je l'avais à l'intérieur de moi. Donc c'était... go with the flow un peu, tu vois. Et j'ai toujours fait de la danse, du yoga et tout, donc j'ai toujours été à l'écoute de mon corps, donc je pouvais pas me tromper, je pouvais pas passer à côté des choses, tu vois. Je vivais comme ça venait.
L'accouchement a été déclenché parce que je produisais plus assez de liquide amniotique. J'étais arrivée à terme, hein. Mais du coup, le terme c'était le 8, j'ai accouché le 7, et puis avril, et puis pour moi, je voulais un accouchement naturel par voie basse. J'avais signé les papiers pour au cas où, tu vois, j'arrivais pas à tenir la douleur, je voulais quand même la péridurale, mais pour moi, c'était... Parce que tu pensais accoucher où, du coup? C'était en clinique, mais accompagné, en clinique, sans péridurale. Voilà, en clinique, à Zurich, c'était une clinique privée, du coup, donc il y avait tout le staff médical, on aurait pu faire une césarienne, donc c'était pas une maison de naissance, j'avais quand même peur, tu vois, de la maison de naissance, étant la première accouchement, tu sais pas comment tu vas réagir. Mais, tu vois, j'avais fait mes cours de yoga prénatal, j'avais appris comment souffler et tout, bref, toute la théorie que tu peux... à laquelle tu peux avoir accès avant un accouchement. Et donc, du coup, je m'étais mis un peu cet point d'honneur. Je crois aussi que surtout, il était induit par une peur de la péridurale. Donc, je pense que j'avais plus peur de la péridurale que de la contraction. Parce que tu avais entendu des choses sur la péridurale? Je sais pas, on m'a dit aussi que des fois, peut-être, elle était un peu surdosée, donc tu sentais plus rien. Et j'avais envie de sentir, tu vois, l'accouchement. J'avais envie de sentir mon bébé descendre, j'avais envie d'être maîtresse, si tu veux, de cette expérience-là. Et donc, du coup, je pense que c'était aussi ça. Bon, autant te dire que mon accouchement, du moment où j'ai eu les premières contractions, vraies contractions, ça a duré 24 heures, dont 2 heures de push time. Et quand je te dis 2 heures, c'est pas... c'est 2 heures, genre, tu reprends ta respiration, tu pousses, 2 heures comme ça. Donc, c'était... En fait, maintenant, avec l'expérience du deuxième accouchement et le recul... En fait, c'était l'accouchement le plus... tu vois, de l'horreur, dans le sens où c'était extrêmement difficile, physiquement. Mais à ce moment-là, moi, j'étais hyper... j'ai accouché et j'ai dit, mais en fait, c'était le meilleur accouchement. Tu vois, genre, c'était à l'image de ce que je me souhaitais. C'était super parce que j'ai évité, tu vois, la péridurale, parce que j'ai pas dû faire une césarienne. Alors, du coup, attends, t'as été déclenchée, ça a pris 24 heures, t'as poussé pendant 2 heures, mais sans péridurale. Sans rien. Ça quand même. Ouais. Okay. Ils ont dû prendre, tu vois, la ventouse pour le sortir parce que justement ils ont perdu les battements du cœur, donc le bébé commençait à souffrir un peu de par l'effort, tu vois, inévitablement. D'autant plus que durant la grossesse, au 6e mois, il y a eu une suspicion de pas malformation cardiaque, mais ils disaient qu'un ventricule était un peu plus grand que l'autre. Bref, on a fait des examens approfondis et il s'est avéré que c'était rien, c'était juste une petite valve que la plupart des gens ont sans savoir qui n'était pas encore totalement fermée. Lionel est encore sous contrôle. D'ailleurs, cette année, on va devoir faire encore un contrôle de routine pour être sûr que ça amène aucune complication. Mais du coup, j'étais quand même passablement suivie au moment de l'accouchement parce qu'ils ont perdu en plus le rythme cardiaque. Donc, voilà. Et je pense que ça, c'est pas anodin. C'est pour ça que je raconte ce détail-là. Adri, qui a été présent durant les 24 heures, tu vois, il était à côté de moi, vraiment... Mais en fait, lui, il n'était pas shooté aux hormones, il n'était pas shooté à la douleur, parce que pour finir, la douleur était tellement grande que, tu vois, je parlais de burger. Enfin, tu vois, j'étais fatiguée. Non, mais c'est vrai, j'étais fatiguée. Oui, il m'a dit, moi, je ne m'en rappelle pas, mais il m'a dit à un moment donné, je crois que j'étais fatiguée, et la fatigue, tu vois, au bout de 24 heures où tu n'arrives pas à te reposer, et la douleur... Je disais, un bon burger. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il ne comprenait pas, tu vois, pourquoi je divaguais. Et en fait, lui, il était totalement conscient. Ouais. Et il était conscient que les docteurs, ils voyaient, ils lisaient le visage, alors que moi, j'avais les yeux fermés, tu vois. Donc, il était inquiet, alors que moi, en fait, j'étais juste dans mon truc de me dire, je suis en train de mettre au monde mon bébé. Je suis en train de mettre au monde mon bébé. Mais en fait, c'était pas aussi, tu vois... Lionel est né, il était bleu. Moi, je ne l'ai pas vu parce que c'était pas moi qui étais là. En plus de ça, il y a une urgence dans la salle d'à côté. Donc, Adri s'est retrouvé avec... Ils n'ont pas réussi à mettre les étriers. Donc, j'avais une jambe sur l'étrier et l'autre jambe sur l'épaule d'Adri, sans sage-femme et sans ma gynécologue dans la salle d'accouchement, avec des contractions où il faut pousser. Donc, j'étais en train de pousser, seule avec Adri dans la salle. Et pour lui qui disait, je ne vais pas regarder... Seule avec lui dans la salle. Et je te dis, je raconte pas... Je te dis, je raconte pas j'invente pas des histoires. La sage-femme aussi, elle m'a dit comment c'est possible. Tu vois, en plus, en clinique privée et tout, ça devrait jamais arriver. Et je poussais, c'était des contractions. Mais il a pris en fait un poids de responsabilité énorme sur son dos. Oui, et après ça s'est cristallisé après, tu vois, je te raconterai. Mais donc, et à ce moment-là, pour moi, c'était super, tu vois, c'est mon mari qui va m'accoucher. En fait, tu vois, à ce moment-là, t'es pas conscient, t'es après coup, quoi, tu le racontes tout de manière, parce que tout s'est bien passé en fin de compte, tu vois, donc tu le racontes de manière très légère.
mais c'est pas anodin. Et donc du coup, lui, il a vu Lionel sortir, tu vois, tout bleu. On me l'a pas tout de suite donné parce qu'ils ont dû, tu vas être sûr que tout allait bien. Parce qu'attends, vous êtes restés combien de temps ensemble tous les deux, tout seuls dans la salle avant que... Non, je pense que ça se comptait en minutes, mais pour le coup, c'était très longues minutes. Mais oui, après, du coup, il était déplacé au point de voir Lionel sortir, en fait. Oui. Ah non, mais il a tout vu pour finir, tu vois. C'est fort aussi à ce moment-là quand tu vas dans la continuité de tout ce qu'il avait vécu. Donc ça, parce qu'ils n'ont jamais réussi à mettre le deuxième étrier. Pourquoi, je sais pas, tu vois, dans le stress et tout en sachant que... C'est énorme quand même. Oui. Tout en sachant qu'ils ne savaient pas à ce moment-là qu'est-ce qui se passait avec le bébé parce qu'ils n'arrivaient plus à entendre son cœur. Et moi, la seule chose que je me rappelle, c'est la gynécologue qui m'a dit « Madame Quadra, il faut que vous fassiez ça maintenant. » Et au ton de sa voix, je me suis dit « Ok, il y a une urgence. » Et la deuxième chose que j'entends, c'est Adri qui me dit « Il faut que tu pousses maintenant. » Mais tu sais, avec un autre ton. Et je me dis « Ok, il y a quelque chose. » Mais à ce moment-là, je ne m'inquiète pas, tu vois, parce que t'es concentrée dans ton travail, tu vois. T'es pas... je sais pas, j'avais pas la capacité de faire autre chose que ça. Oui, et puis d'autant que tu n'avais pas de péridurale, donc tu devais quand même gérer ta douleur, te concentrer pour gérer tes contractions quand même. C'est ça, et les contractions, tu vois, au moment où tu sens ton bébé, les dernières contractions, tu vois, avant que le bébé sorte, c'est des contractions extrêmement fortes, et ces premières contractions extrêmement fortes, et donc c'était mon premier accouchement, j'en ai eu peur. Donc au moment où j'aurais dû pousser dans la contraction, la douleur était tellement forte, mais c'était même pas la douleur, c'était l'impression que la contraction m'a faite. Que en fait je poussais pas en fait, tu sais, je faisais semblant les 2 premières fois. Et après je me suis dit bon, en fait il faut que tu ailles au-delà de la peur, et donc j'ai poussé, et après pour finir c'est le corps qui fait le reste, tu vois, mais j'avais peur de cette escalade de douleur en fait. Et après bon, Lionel est né, tout s'est bien passé, tu vois, ils m'ont mis tout de suite en peau à peau, enfin après avoir fait les contrôles justement qu'il ait repris un peu de la couleur en peau à peau. Et moi, shootée aux hormones, tu vois, j'ai pu me lever, être tranquille. Il y a nos parents qui sont venus après 1 ou 2 heures qu'ils aient fait les contrôles, qu'ils l'aient nettoyé, qu'ils m'aient recousu, etc. Nos parents, sur notre demande, nos parents et mes beaux-parents sont venus dans la salle parce que ça faisait 24 heures qu'ils étaient dans la salle d'attente. Tu vas t'imaginer que c'est le premier petit enfant des 2 côtés. Alors il était attendu comme un messie. Donc du coup, ça faisait 24 heures qu'ils étaient en salle d'attente, tu vois. Alors ils sont venus. Et moi, je mangeais une soupe, tu vois, j'étais hyper heureuse. Et ma mère m'a encore dit, mais en fait, t'étais rayante. On n'aurait pas dit que t'étais en train d'accoucher depuis plus d'1 journée, tu vois. Et c'est Adri, et ça, moi, je ne l'ai pas su parce que du coup, j'étais dans le lit, mais Adri, quand il allait dire à nos parents qui étaient juste dans la salle d'à côté, c'est bon, tu vois, Lionel est né. Mais en fait, il s'est effondré dans les bras de son père parce que la pression. Mais moi, à ce moment-là, tu vois, j'en étais pas du tout consciente. Et c'est quand j'ai vu Adri qui en soi, tu vois, parle beaucoup, mais pas beaucoup de ses sentiments, exulter vraiment chaque fois, raconter quand on dit alors, tu vois, tout le monde veut savoir l'histoire de l'accouchement. J'ai pas eu le temps de commencer, que c'est lui qui prenait, tu vois, le dessus sur le récit, et il avait besoin de le raconter, que je me suis rendu compte qu'il a vécu vraiment quelque chose que moi j'ai pas vécu. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouais, aussi, tu vois, l'importance qu'on donne dans la plateforme #ViteParents, qu'on a créé l'importance qu'on donne au papa, grâce ou à cause de ce que j'ai vécu avec mon mari, et de toute son implication dès la moment où on a su qu'on était enceinte, tu vois, aussi dans la façon de voir. Et ben je me dis, ils vivent tout comme nous, en fait, voire d'une manière un peu plus intense. Je suis hyper émue par tes témoignages parce que je me retrouve énormément dans ce que tu dis, et on a vécu des moments un peu assez similaires et tout, et en fait, je vois qu'on a le même cheminement, que je suis hyper émue par ce que tu racontes. Et ça, du coup, vous en avez parlé au retour à la maison, ou tu t'en es rendu compte quand il en parlait avec d'autres personnes, mais après, comment ça s'est concrétisé pour toi de comprendre ce que lui, il avait vécu? Je pense que les premiers... tu vois, on a vécu un retour à la maison très beau, dans le sens où on était géographiquement loin de nos parents. C'est relatif, parce qu'on était à Zurich et nos parents étaient à Berne et Bienne, mais quand même, tu vois, 1 heure de route, ça permet pas que tout le monde passe tout le temps. Donc on avait une bulle à 3 magnifique, et lui, il en parle encore à l'heure actuelle comme quelque chose de magnifique. Tu vois, il n'a pas du tout été traumatisé, mais moi, je m'en suis rendu compte quand, justement, il avait besoin d'en parler. Autant, tu vois, et chaque fois il recommençait le récit. Je me suis dit, ok, il doit exorciser ça c'est sa façon, tu vois, de exorciser l'expérience.
Et puis, après aussi, à l'année de Lionel, il y a Covid qui nous a tous tombé dessus. Et c'était super parce que du coup, il a été encore plus présent. Tu vois, il a vécu la grossesse et même la première année de Mathéo, il n'a jamais été loin. Il n'a jamais dû voyager alors que de par son travail, tu vois, il doit énormément voyager, énormément de responsabilités. Donc, il a été super présent. Mais tout d'un coup, il s'est, je sais pas, le poids de la parentalité qui est venu en même temps que toute cette angoisse due à un problème de cœur qui en fin de compte s'est avéré être moindre, à cet accouchement de Lionel qui est une immense expérience émotionnelle et toute la pression, tu vois, qui s'était auto-infligée parce que c'est une personne extrêmement responsable, qui a des valeurs très profondes, très impliquées et très ancrées en lui, et ça a fait que avec la parentalité, avec le fait qu'il soit devenu papa une première fois, tout ça lui est retombé dessus, vraiment, tu vois. Okay. Et donc du coup... il y a eu un moment vraiment où il a dû prendre vraiment mais c'est sorti bien une année après, tu vois, où il a dû prendre un moment et se dire, ok, il a commencé à avoir, tu vois, un peu des angoisses dues aux enfants, tu vois, etc. Et on en a beaucoup parlé. C'est grâce au fait qu'on a cette communication, qu'au début on n'en était pas conscient, mais une vraie communication qui nous unit beaucoup. C'est grâce aussi à travers cette expérience qu'on s'est rendu compte à quel point ça nous a servi dans cette expérience. Ouais. Qu'on a su mettre en place, si tu veux, des choses pour que lui puisse se distancier par rapport à ça, se rendre compte aussi de toute cette pression qu'il s'est mise en tant qu'homme, tu vois. Ouais. Aussi de par le fait que moi j'ai décidé d'arrêter de travailler, donc lui il se sentait d'autant plus responsable, tu vois, de nous, parce qu'il a un job, tu vois, responsabilité qui lui demande beaucoup de temps, il voulait être présent auprès des enfants, donc il se mettait de la pression et au travail et à la maison, présent auprès de moi pour être sûr que, tu vois, le travail de la maison ce soit pas trop, et je dois te dire, il est tellement impliqué partout et au même niveau que pour finir il y a eu un moment où ça s'est un peu écroulé. On en a parlé, c'est pas une conversation, tu vois, c'en est des 1000 et des 100 qui des fois sont plus douloureuses des unes que des autres, et puis voilà, mais grâce à cette communication, au fait qu'on ait demandé de l'aide extérieure, moi aussi, pour pouvoir comprendre, tu vois, ça à l'époque où je travaillais, j'avais une coach professionnelle qui faisait aussi du coach de vie, et donc j'ai eu un très bon feeling avec elle et je l'ai recontactée pour pouvoir, tu vois, parler de cette expérience de famille, comprendre aussi où se trouvaient un peu les points qu'on pouvait un peu mettre. Voilà, chacun a fait, on n'a pas fait de thérapie de couple, mais chacun a fait son travail de son côté, qui a servi énormément notre communication de couple, parce qu'on se sentait assez fort pour pouvoir en parler et travailler sur ça ensemble. Et donc du coup maintenant, j'ai l'impression qu'on vit un peu une nouvelle phase depuis quelques mois où on a retrouvé un équilibre de famille, de couple et de personnes à part entière. Donc lui en tant qu'homme, papa, jeune professionnel, etc. Et moi en tant que femme, maman, femme, tu vois, toutes les casquettes qu'on peut avoir, tu vois, au sein d'une famille. Et c'est seulement grâce à ça. Mais je dois dire que tout ça, c'est ancré dans l'arrivée d'un premier enfant. Ouais. Et ça a engendré tout ça. Et c'est beau, comme je te disais avant, on a appris à se connaître et à communiquer autrement grâce à ça. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, en fait, oui, il y a des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où on a dû apprendre à se reconnaître, réapprendre à se connaître. Je ne sais pas comment tu veux formuler ça. Mais si tu tiens vraiment au couple, si tu tiens vraiment à l'autre personne, si tu tiens à ta famille et tout, alors du coup, t'arrives à trouver un moyen. Et si tu te donnes les moyens aussi, hein, il faut savoir demander de l'aide aussi, peut-être à... Tu vois, tu es proche, professionnel, enfin je sais pas. Et tu arrives à travailler sur ce qui t'a marqué, parce que pour finir, c'était l'expérience de l'accouchement qui l'a marqué, tu vois, de la grossesse, de la parentalité, cette responsabilité qui s'est abattue sur lui. Et ben du coup, tu arrives à recomposer. Et en tout cas, là, on est dans une bonne phase. C'est chouette de l'entendre. Oui. Mais... par rapport du coup à l'arrivée de Mathéo, t'as senti pendant ta grossesse, du coup la deuxième grossesse, t'as senti que... parce que là, il n'avait pas encore fait du coup ce travail sur lui-même à ce moment-là. Est-ce que t'as senti qu'il y avait des craintes qui rejaillissaient sur lui, ou que, je sais pas, peut-être la date, tu sais, de se rapprocher petit à petit du terme, de sentir qu'il y avait une angoisse ou quelque chose qui a... Oui, alors je pense qu'inévitablement tu vis la deuxième grossesse en connaissance de cause. Donc tu sais qu'il peut y avoir des choses qui, tu vois, des problèmes durant la grossesse. Tu sais. T'es plus consciente, c'est sûr. Oui. La première fois où t'es plus ou moins consciente, je pense, mais t'as quand même ce petit nuage rose autour de ta tête qui fait que t'es pas... C'est ça, et tu sais aussi, tu vois,
le manque de sommeil, tu sais ce que ça va impliquer sur toi, parce que tu l'as déjà vécu, tu sais ce que ça va impliquer sur la vie de couple, tu sais ce que ça va impliquer. Donc tu vas au devant d'une nouvelle expérience un peu, tu vois, t'attends parce que tu sais. Après, si on n'avait pas aimé l'expérience qu'on a vécue avec le premier, on n'aurait pas fait un deuxième non plus, tu vois. Il n'y a personne qui nous a forcé à faire un deuxième. Et donc du coup, je pense que je sais que c'était une volonté des deux. Moi, pour en avoir beaucoup parlé, donc du coup, je peux dire je sais et pas je pense, mais je sais que c'était une double responsabilité, tu vois. Et c'est à ce moment-là aussi, parce qu'en plus de ça, quand je suis tombée enceinte, c'était en plein Covid. Donc, tu vois, Covid, ça veut dire tu travailles à la maison à 100%. Donc tu n'as plus cette soupape de l'aspect social que t'offre le travail, tu n'as plus de voyage, t'as plus, tu vois, on était à Zurich, donc pour finir on était isolés de nos familles, voilà, il y a eu tout ça, donc oui. Et puis tu as le côté pandémie internationale où tu sais pas, bah, c'était au début là, du Covid, ta grossesse, donc là c'était l'inconnu total de pas savoir dans quoi on évoluait, comment ça allait tourner. Oui, au point où on a déménagé au début de la pandémie, on a déménagé parce qu'on voulait un appartement plus grand en restant à Zurich. Et quand on a ouvert le dernier carton, tout d'un coup, tu vois, on était un peu plus avancé dans la pandémie. On s'est dit, en fait, on va pas rester ici, on va retourner à Berne. Quand on a ouvert le dernier carton. Et en fait, on s'est dit, ok, on attend juste la naissance du deuxième, tu vois, que les premiers mois s'installent et on a besoin de la famille parce qu'en fait, on sait pas jusqu'à quand ça va durer. Lui, il devait de toute façon pas retourner au travail. Moi, j'avais entre-temps arrêté de travailler. Il faut savoir qu'on était partis à Zurich parce que les deux, on avait un travail à Zurich. Donc en fait, il n'y avait plus rien qui nous rattachait à cette ville. Et élever 2 enfants loin de tout le monde, c'est difficile, tu vois. Et donc du coup, surtout qu'on a des familles hyper présentes, des grands-parents très jeunes, très actifs, impliqués, tu vois, auprès de nous et de nos petits-enfants. Donc il n'y avait aucune raison. Donc voilà, ouvrir le dernier carton et te dire, bon, je sais que dans environ 6 mois, je m'y remets, c'est pas facile non plus. Donc il y a plein de choses, tu vois, qui ont contribué un peu à ce constat-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il était moins présent, ni pendant la grossesse, ni après, pour Mathéo, au contraire. Sauf que ça a, si tu veux, modifié, ça a influencé en bien, j'ai envie de dire, son implication. Avant, c'est lui qui ne dormait pas. Et dès le moindre petit son de Lionel, il sautait et tout. Maintenant, je pourrais y mettre des coups de coude, j'allais dire des coups de coude pour qu'il aille de temps en temps. Il a décidé de moins s'inquiéter, tu vois. Et c'est pour un bien, en fait. Parce que du coup, tout le monde est beaucoup plus relax. Je pense aussi l'expérience amène beaucoup. Il est beaucoup plus détendu. Et il dit, bon, bah... Voilà, on sait faire, mais il n'a pas envie de dormir, qu'il vienne dormir avec nous, c'est pas grave. Tu vois, avant, ça on mettait un point d'honneur à ce qu'il dorme dans son lit, tu vois, le premier. Et je dois dire que ça contribue au fait qu'il se mette moins de pression. Donc du coup, là, il vit les choses avec beaucoup plus de naturel, chose que moi, peut-être, j'ai réussi à faire par instinct, tu vois. Et donc du coup, peut-être, j'ai eu moins cette pression-là. Je sais pas. Mais ça nous a servi aussi, tu vois, le fait qu'il soit comme ça, exigeant auprès de lui, tout d'abord, et auprès de la famille. Et Covid nous a servi aussi, tu vois. Parce que du coup, en fait, on est les 4 depuis que Mathéo est né. Il connaît pas maman qui voyage pour le travail ou papa qui voyage pour le travail, ça n'existe pas, tu vois. Donc du coup, c'est super, en fait. Du coup, tu as accouché à quel moment de l'année de Mathéo ? En décembre 2020. Ouais, quand même, c'était, bon, on va dire, une sorte de plus ou moins la deuxième vague, donc on était encore... on n'était pas complètement confinés. Ouais, on savait un petit peu plus, mais là, on était quand même un peu encore... Mais il n'y avait pas de visite à l'hôpital, il n'y avait pas... Pour te donner un peu un exemple flagrant, je pense que le frère à Adri a connu Mathéo 4 mois après sa naissance. Quand même. On vit pas dans la même ville, il n'y a pas de visite à l'hôpital, les trains en voiture, etc. Ben voilà. Donc la dynamique quand même d'intégration de l'enfant dans la famille est totalement différente. Tu vois, avec Lionel, il y avait tout le monde, tout le monde était là, etc. Le deuxième, même pas. Parce que Covid, parce que le deuxième, parce que plein de choses. Quoi. Vous aviez décidé que tu accoucherais au même endroit. On est allé à la même clinique, on a vécu une expérience formidable. On a beaucoup aimé la façon dont on était accueillis, accompagnés par les professionnels. Et le cadre était juste formidable. Donc du coup, on a été exactement au même endroit. Et l'accouchement, alors c'est hyper intéressant de voir que quand c'est la deuxième expérience, t'es plus en charge de tes décisions. À Noël, mon père, le 25, m'a tellement fait rire que j'ai senti quelque chose qui a coulé, tu vois. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est un peu les os ? Mais c'était trop peu pour que ça soit les os.
Et ma maman est doula, donc du coup, je lui ai dit... et donc du coup, je lui ai dit... tu crois que c'est ça? Je l'ai un peu montré, puis elle m'a dit écoute, je sais pas, dans tous les cas, attends de voir, tu vois, c'est un deuxième. Donc on est encore resté, on a fait des jeux, mais tu vois, t'as un premier, donc il a fallu s'organiser. On avait un peu un plan de comment nos parents et beaux-parents allaient se relayer pour s'occuper du deuxième. Il faut savoir que les 4 grands-parents travaillent encore, donc ils étaient professionnellement actifs à l'époque. Donc il a fallu un peu s'organiser, tu vois, tu sais pas si ça vient le week-end et tout. Puis c'était durant les fêtes. Ah, donc c'était bien ça, t'as vraiment... Suite à cette crise de rire... Ah oui, donc en fait, la poche des sauces, c'était fissuré. Tu devrais inventer une nouvelle expression, parce qu'on dit mourir de rire. Ah, mais c'est bien, c'était genre accoucher de rire, quoi. Mais c'est génial. Ah oui. Et donc, du coup, on a attendu, on a joué. On était à Bienne pour Noël. D'accord. Je voulais pas prendre le risque de retourner à Zurich pour, en fait, appeler en urgence durant la nuit quelqu'un pour venir garder Lionel. On a pris la décision de se mettre en route tout gentiment pour aller à la maison. Donc on a laissé Lionel s'endormir chez mes parents, on a pris la route et sur la route j'ai commencé à avoir des petites contractions, mais tu vois, tu les reconnais tout de suite. C'est combien de temps Bienne Zurich en voiture? 1 heure. Ah, c'est plus rapide que ce que je pensais, je voyais plus. Oui, okay. Non, c'est 1 heure. Mais donc quand même. Non, je me disais, tu vois, vu comme le premier accouchement... Ouais, mais là, c'était le deuxième. C'était le deuxième, tu vois, alors je voulais quand même pas tenter le diable. J'appelle quand même la clinique, j'ai écouté, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fissuré, j'ai pas perdu les os, ça je sais, par contre, j'ai quand même des contractions. Et ils m'ont dit, écoutez, passez, comme ça on va voir si c'est vraiment la... Donc de Noël, on passe à la clinique. Ouais. Et là, ils nous disent, t'es ouverte à 2, mais c'est pas du liquide amniotique. Donc, tu vois, c'est un peu ces liquides que tu perds un peu avant, etc. Ou peut-être ça s'est fissuré, mais c'est pas assez pour être détecté, quoi. Mais vous restez donc. Tu vois, tu restes dans cette chambre qui n'est pas ta chambre post-accouchement, qui n'est pas la chambre d'accouchement. Donc, Adrien a dormi sur un petit matelas comme ça. Et rien ne se passe. Genre, j'ai pu dormir. C'est pas les contractions qui te réveillent. Et là, j'ai commencé à angoisser parce que je me rappelle de comment c'était long et fatigant, tu vois, d'attendre que le travail se mette en place pour la première grossesse, vu que j'ai été déclenchée. Et je me suis dit, c'est hors de question que je revive cette fatigue. Et là, j'ai dit, vu que je ne suis pas fissurée, j'ai le droit de partir, n'est-ce pas? Et ils m'ont dit, oui, vous pouvez partir quand vous voulez. Et donc, on est parti. Et encore une journée s'est passée sans rien. Et pendant la sieste du lendemain, les contractions me réveillent. Et ça, c'était des vraies contractions de début de travail. Mais encore une fois, j'ai pas voulu aller trop tôt à la clinique parce que c'est l'horreur, tu vois, d'attendre qu'on te mette en salle d'accouchement, c'est anxiogène. Ouais. Surtout que j'avais pas envie que ça se déroule comme le premier. Donc pour moi, c'était hors de question. Donc j'attends, on dort, donc Adri dort encore. Moi j'ai des contractions, mais des contractions vraiment douloureuses, donc je me suis... Tu lui avais dit à ce moment-là que tu avais des... Adri? Ah oui, il était totalement conscient, mais il me dit, est-ce que tu veux qu'on parte? Il me laissait le choix. C'est toi qui... Voilà, est-ce que tu veux qu'on parte? Est-ce que tu te sens encore en mesure de ou pas? Moi j'ai dit non, je sais que c'est pas encore... ça fait mal, mais c'est pas encore celle où tu sais que tu vas pousser, tu vois. Ouais. Et là, on était à 15 minutes de la clinique, donc ça va, tu vois, c'est jouable. Alors, je montais les escaliers et tout. Quand j'étais fatiguée, j'essayais de dormir, mais les contractions étaient quand même trop fortes, donc j'ai pris des bains. Puis lui, il entendait juste, tu vois, mes respirations un peu trop sonores quand même depuis la salle de bain. Mais il a quand même pu dormir. Je pense que c'est l'expérience qui parle. Oui. Parce que du coup, il se dit, il faut que je rattrape parce que je sais ce qui vient, ça va bien. Et là, j'appelle, je pense à 5h ou 6h, j'ai dit, écoute, il faut quand même que tu appelles, là, ça commence à devenir un peu plus régulier. Et ils me disent, oui, alors venez. Et 3 heures après, j'accouche. Okay. Mais j'ai eu le temps d'arriver, tu vois, on a eu le temps de mettre la playlist de Barack Obama, on était... La playlist de Barack Obama, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'ai découvert cette playlist quelques jours avant sur Spotify et je me suis dit, ouais, ça c'est une playlist cool pour accoucher. C'est de la musique, c'est pas Obama qui parle ou non, c'est de la playlist, c'est je sais pas, les musiques qu'il a aimées ou je sais pas. D'accord, mais c'est fou ça. C'était de la musique cool et je me suis dit, ouais, ça c'est la playlist que j'ai envie d'écouter pendant que j'accouche. Et j'ai été accompagnée par une sage-femme qui était dans sa dernière année de formation et du coup elle a pris à cœur le fait que j'avais en aucun cas envie d'être amovible, tu vois, je voulais, donc du coup elle m'a donné une tonne d'exercices à faire. À aucun moment elle me disait tu peux te relaxer quoi, et donc j'étais en train de bouger tout du long, de vraiment, et c'est à ce moment-là où j'ai compris à quel point là j'étais en maîtrise, si tu veux, ou actrice vraiment de mon accouchement versus le premier accouchement où j'ai vraiment souffert, j'ai subi, tu vois. Subi seulement. Ouais. Et en fait, je l'ai bien subi, mais j'ai juste subi. J'étais pas actrice, tu vois. Et t'avais demandé une péridurale là, cette fois-ci, la deuxième? Non plus. Je me suis dit, je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois. Et mais tu vois, j'ai pu manger. La première grossesse, je vomissais chaque fois que je mangeais quelque chose, chaque fois que je buvais. Et là, j'ai mangé, j'ai bu. Et tu bougeais. Je bougeais. Et c'est même moi qui ai dit, là, je crois en fait. Et la fesse au toucher vaginal, elle a dit, ouais, en fait, t'es en train d'accoucher. Et j'ai eu le temps de monter sur la table, de pousser 2 fois. Et Mathéo était dehors, tu vois. Donc... Et là, tu vois, ça te change des 2 heures de pouce, tu vois. Donc, du coup, ouais, c'était un tout autre
une toute autre configuration, mais des 2 accouchements, j'en garde des souvenirs exceptionnels, tu vois. Ouais. C'était vraiment super. Et là, donc du coup, pas de visite à l'hôpital, sauf Lionel, qui avait le droit de venir. Du coup, ouais, il venait 1 fois par jour. Comment ça se passait quand il a vu son frère? Parce qu'il a plus ou moins compris ce qui se passait quand il voyait ton ventre rond, il comprenait. Et il faut savoir, alors je sais pas à quel point, tu vois, dans la réalité il comprenait, cela dit, j'avais beaucoup parlé, j'avais acheté des livres aussi, on avait beaucoup, tu vois, on lui expliquait beaucoup, et il disait, d'ailleurs c'est lui qui a dévoilé le prénom aux grands-parents, parce que nous disait, dans l'intimité, tu vois, de la famille, on parlait de Mathéo dans le ventre, et c'est lui qui disait, Théo, et donc du coup, tout le monde a su le prénom avant la naissance. Et donc du coup, d'abord il disait Théo, puis après il a réussi à mettre le A, et puis après il est venu le M. Et donc du coup, il était content. Et surtout, j'avais acheté un petit cadeau que soi-disant Mathéo avait offert à Lionel, tu vois, pour être sûr que ça se passe bien, parce que je me demandais, tu vois, comment ça allait se passer. Et c'était vraiment super chou. Bon, chou comme dans un enfant d'une année et demie peut être chou. Après, il trouvait super chou de se suspendre, tu vois, dans les toilettes, dans la douche de maternité. Tu as les barrières à laquelle tu peux t'accrocher au cas où tu glisses ou quoi. Bah, lui, il trouvait super cool d'aller dans les toilettes et de s'accrocher, de faire le singe sur cette barrière. Donc, quand je revois des vidéos de ce moment-là, je me dis le pauvre Mathéo, parce qu'en fait, il y avait des rires et des cris de son frère, mais en même temps, c'est ce qu'il vivait dans mon ventre. Donc, on lui a jamais dit à Lionel de faire moins de bruit ou de se taire, et il a tout de suite voulu le prendre. On lui a tout de suite mis dans les bras, bien sûr toujours entouré, sur un lit et tout. Ben, ça l'intéressait 2 secondes, puis après c'était fini. Donc du coup, ça s'est très bien passé. Et c'était un moment que je me demandais, je sais pas, je redoutais pas, mais je me demandais comment ça allait se passer. Mais je pense que nous, on l'a vécu sans faire trop de soucis. Et donc Lionel a un peu suivi, tu vois, un peu cette énergie-là. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais on a fait exprès de prolonger quand même 1 jour notre séjour à la clinique, parce que je savais que du moment où tu quittes cette bulle de confort de clinique, ben, tu es obligé avec le deuxième de retrouver ce rythme. C'est pas comme le premier où tu peux vivre ton mois dehors, tu vois, t'es tranquille. Ben là, donc du coup on a vraiment capitalisé sur ces 3-4 jours, et on est rentré le 31 pour fêter Nouvel An avec tout le monde, quoi. Et là a commencé la nouvelle année, du coup. Exactement. À 4. Exactement, à 4. Alors pour le coup c'était à 6, parce que j'avais mes beaux-parents qui étaient à la maison avec Lionel, et le frère Adrien qui vit aussi à Zurich qui est venu, donc du coup c'était chou parce que tu rentrais chez toi, mais c'était un chaud chez toi, parce que ça sentait la cuisine, t'étais bien accueilli, il y avait un repas chaud, c'était vraiment super. C'est chou. Et puis d'ailleurs, en parlant de parents et de beaux-parents, tout à l'heure tu as mentionné que ta maman est doula. Du coup, est-ce que tu as pu la voir à tes côtés? Est-ce que tu as pu bénéficier du coup de sa présence et de ses conseils? Oui, alors je pense que elle a été présente comme elle aurait souhaité être présente en tant que maman. Si tu veux, elle a pas été là avec son chef de doula. Et à aucun moment, ni moi ni ma sœur, peut-être bizarrement ou pas, on a fait appel, tu vois, à ces services de doula pour nos grossesses. Par contre, tu vois, inévitablement, si tu as une petite inquiétude ou quelque chose, bah, tu vas... Moi, d'instinct, j'aurais appelé ma maman si elle était maman, mais en plus, elle est doula. C'est double bénéf, tu vois. Ouais. Et donc, mais par contre, moi j'ai bénéficié de ces massages de femme enceinte là, alors là, ça c'est sûr que c'était la cerise sur le gâteau. Non, mais elle a été extrêmement présente, tu vois. Tant dans les 2 dernières semaines, dans les 2 derniers mois, j'ai eu avec Mathéo, tu vois, le col qui s'était déjà un peu ouvert, de par l'exercice que tu fais inévitablement avec le premier, etc. Du coup, j'avais dû un peu lever le pied, et elle est venue vivre chez nous, tu vois. Quelques jours d'affilée, après elle retournait travailler, et quelques jours d'affilée, elle revenait, et c'était vraiment super. Ouais, oui. Mais du coup, t'avais tout pour vivre cette 2e grossesse beaucoup plus sereinement. C'est ça. Et puis l'accouchement et le retour à la maison. Retour à la maison, encore pendant Covid. Donc tu vois, papa qui est présent. Au-delà de son congé parental, il travaille depuis la maison, donc t'as quand même, mentalement, tu sais qu'il est là, tu vois. Ouais, c'est hyper rassurant ça. Ouais. Donc voilà. Ok. Est-ce que je peux te demander ce qui t'a le plus plu dans la parentalité? Ce qui te plaît encore aujourd'hui au quotidien le plus dans le fait d'être devenue maman? Je sais pas, tu vis tellement... Tu sais, hier, on disait, avec mon mari, on disait, tu te rends compte, parce que Lionel, dans 3 semaines, il fait 3 ans, tu te rends compte, on est parents depuis 3 ans. Ouais. Et ça paraît peu, et en même temps, on a vécu tellement de choses que c'est hyper intense, 3 ans. Ouais. Et donc, je pense que c'est cette adrénaline-là qui me plaît, cette intensité-là. Je pense que même dans un job hyper prenant, tu n'as pas la concentration d'émotions que tu as au jour à jour avec un enfant. Ouais.
Et en plus de ça, quand... je sais pas, mais moi, je pense que toutes les mamans disent ça, mais moi, j'ai 2 clowns à la maison, tu vois. En fait, je rigole avec eux comme je pourrais rire avec un adulte, mais ils me font mourir de rire. C'est hyper drôle. Et en plus, maintenant, la dynamique à 2, tu vois... et ils sont encore plus espiègles, tu vois. Et ils adorent que je rigole à leurs blagues, alors plus ils me font rire, plus ils en rajoutent. Donc c'est vraiment super. Et quand même... là, qu'on sorte de la toute petite enfance, tu vois, du nouveau-né, et qu'on arrive à gentiment ce niveau justement de petite enfance, tu vois, où ils arrivent à être autonomes dans le fait de manger seuls, etc. Ça nous fait retrouver, à mon mari et moi, une sorte de vie de couple plus épanouie. Là, cet été, on va pour un mariage 1 semaine en Colombie. On a décidé seul, sans les enfants. J'ai presque honte de le dire. Il faut encore, je le dis d'ailleurs, peut-être pour l'assumer un peu plus. Et on va voir comment ça se passe. Les enfants restent avec nos parents et beaux-parents, donc ils pourraient pas être mieux accueillis et puis plus chouchoutés que ça. Mais je sais pas, c'est super de te dire que si tôt tu peux refaire ce genre de choses tellement facilement. Enfin, c'est beau, tu vois, de te sentir épanoui dans tous ces aspects-là. Et bon, c'est pas facile au quotidien, je sais quand même à dire. À la fin de la journée, t'es fatigué, t'es émotionnellement épuisé, t'as des courbatures parce que tu cours derrière les enfants. C'est un exercice de l'esprit et des émotions au quotidien, mais oui, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai souhaité vivre et puis que du coup je suis très heureuse de vivre. Ça se voit parce que t'as les yeux qui brillent là. Il y a plein de petites étoiles. C'est hyper beau à voir. Et merci Gloriana pour ton témoignage. Je vais finir avec une petite larme au coin de l'œil.